Salam les docs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du reflux gastro-œsophagien. Je vais essayer de vous simplifier les choses. Donc on va parler de la définition, de la physiopathe, les facteurs de risque, le diagnostic clinique, les examens complémentaires, les complications et le traitement. Donc, premièrement, on commence par la définition. C'est quoi le reflux gastro-œsophagien? Donc, ce reflux est défini par le passage d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. C'est-à-dire, le contenu qui est dans l'estomac va remonter dans l'œsophage. C'est ça le reflux. Donc, c'est la remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Il faut savoir que ce reflux peut être physiologique ou pathologique. Donc, il existe un reflux physiologique. Lorsqu'il est physiologique, il est asymptomatique, il survient en postprandial, c'est-à-dire après les repas, et qui est de durée brève, et il n'entraîne pas d'œsophagite. Par contre, lorsqu'il est pathologique, il est symptomatique, qui est de durée prolongée, il se répète et qui peut entraîner une œsophagite. C'est quoi l'œsophagite? On sait que c'est une inflammation de l'œsophage qui est due à ce reflux, à la remontée de l'acide gastrique. Donc, il va entraîner une irritation de l'œsophage, ce qui va entraîner une inflammation de l'œsophage qui est l'œsophagite. Concernant la physiopathologie, donc il existe plusieurs mécanismes qui entraînent ce reflux. Donc, premièrement, on a la défiance de la barrière anti-reflux. Et donc, on a les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, ces relaxations du sphincter inférieur de l'œsophage représentent entre 65 à 82% des mécanismes de ce reflux gastro-œsophagien. Ils surviennent en dehors des déglutitions et qui durent plus de 10 secondes. Ils sont associés à une disparition de l'activité musculaire diaphragmatique et d'une ouverture du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, disparition de l'activité musculaire diaphragmatique et une ouverture du sphincter inférieur de l'œsophage qui est plus rapide, ce qui favorise le passage du contenu gastrique dans l'œsophage. On a aussi une altération anatomique de la région cardiale, c'est l'hernie hiatale. Donc, c'est quoi la région cardiale? On sait que le cardia c'est la région initiale de l'estomac qui est située sous l'œsophage et qui se communique avec lui. Donc, le cardia, c'est la partie initiale de l'œsophage. Donc, lorsqu'il y a une altération anatomique de cette région, va donner un reflux gastro-œsophagien. C'est l'hernie hiatale. Donc, c'est quoi l'hernie hiatale? C'est une ascension de la pince œsogastrique d'un moins 2 cm au-dessus de la pince diaphragmatique. C'est-à-dire, c'est la dissociation du sphincter inférieur de l'œsophage du diaphragme. Donc, dans la défiance de la barrière anti-reflux, on a les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage et on a l'altération anatomique de la région cardiale qui est l'hernie hiatale. Aussi, on a les anomalies du péristaltisme œsophagien lorsqu'on a une diminution de la motricité œsophagienne et le relâchement du corps de l'œsophage. Aussi, on a le reflux duodéno-gastro-œsophagien. On a les anomalies de la motricité gastrique. Lorsque le vidange gastrique est ralenti, l'estomac ne se vide pas rapidement, on a un reflux.
Et on a aussi la toxicité des produits endogènes, c'est-à-dire la concentration en H+ et en pepsine, et aussi le reflux alcalin et biliaire dans le cas d'un reflux duodénogastrique. Donc, ces produits sont très agressifs et ils ont un effet néfaste sur la muqueuse œsophagienne. Concernant les facteurs de risque, donc on a les facteurs de risque, on a l'alcool, le tabagisme, le café, le chocolat, les graisses. On a aussi les médicaments comme la thiophéline, les anticholinergiques, les dérivés nitrés, la progestérone, on a les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on a aussi les antagonistes calciques. Donc ça, c'est concernant les médicaments. Aussi l'obésité, il faut savoir qu'il y a une relation bien établie entre le BMI, le tour de la taille et la prise pondérale et les symptômes du reflux gastro-œsophagien ainsi que la survenue des complications. Aussi la grossesse, donc au cours de la grossesse, le reflux gastro-œsophagien est très fréquent. On peut avoir une aggravation. Donc ce reflux, il survient à n'importe quel trimestre, mais généralement, il régresse après l'accouchement. Donc ça, c'est les facteurs de risque ou les facteurs favorisant du reflux gastro-œsophagien. Concernant le diagnostic, donc il est purement clinique dans la forme typique, par la présence de deux symptômes qui sont majeurs ou qui sont importants. Ces deux symptômes sont le pyrosis et la régurgitation. C'est quoi le pyrosis? C'est une sensation de brûlure rétrosternale ascendante vers la bouche. Donc, on sent des brûlures qui sont rétrosternales ascendantes vers la bouche. Et on a les régurgitations. Les régurgitations, c'est quoi? C'est la remontée du contenu alimentaire gastrique dans la bouche sans effort. Donc, ce qui est dans l'estomac va remonter vers la bouche, donc dans la bouche, sans effort, sans qu'on fait un effort. On a dit que ces symptômes sont spécifiques du reflux gastro-œsophagien. Ils surviennent surtout en postprandial avec un caractère postural. Donc, devant ces deux symptômes, le diagnostic est clair que c'est un reflux gastro-œsophagien. Mais parfois, ce reflux peut se manifester par d'autres symptômes. Donc, c'est la forme atypique. Par exemple, par des symptômes digestifs comme une douleur épigastrique, une dyspepsie, dysphagie, des éructations ou une satiété précoce, des symptômes respiratoires comme l'asthme chronique, les bronchites, les douleurs thoraciques, etc. Ou des symptômes ORL comme une laryngite à répétition, pharyngite, une sinusite, etc. Donc, on a la forme typique où le diagnostic il est clair, donc on le pose facilement et il est purement clinique. Et il y a des formes atypiques dont le reflux va se manifester par des symptômes inhabituels. Alors, concernant les examens complémentaires, donc on a dit que lorsque la forme typique, le diagnostic il est clair, pas besoin de faire des examens. Mais lorsque la forme est atypique ou parfois il faut faire des examens complémentaires pour rechercher des complications, etc. Donc, concernant les examens complémentaires, premièrement, on a l'endoscopie digestive haute. Le but de faire cette endoscopie digestive haute est d'affirmer le diagnostic en cas d'œsophagite et aussi pour rechercher des complications.
Donc, lorsqu'il y a une œsophagiite, on va trouver des érosions ou des ulcérations de la muqueuse œsophagienne et on va les classer selon la classification de Savary ou la classification de Los Angeles. Concernant les indications de l'endoscopie digestive haute, donc il y a 5 situations où elle est indiquée. Une petite note, donc elle n'est pas nécessaire en cas de forme typique. Donc lorsque la forme elle est typique, elle n'est pas nécessaire. Aussi, lorsque l'âge est inférieur à 50 ans, donc une forme typique plus l'âge inférieur à 50 ans et en absence des signes d'alarme. Alors, on a dit qu'il y a 5 situations où l'endoscopie digestive haute est indiquée. Premièrement, on a l'âge supérieur à 50 ans, la présence des signes d'alarme. Quels sont ces signes d'alarme? Donc, on a la dysphagie, l'odénophagie, l'hémorragie, l'anémie, amaigrissement, l'altération de l'état général et la présence d'une masse abdominale. Donc ça, c'est les signes d'alarme. Donc on a parlé de l'âge, des signes d'alarme. La troisième indication, c'est devant des symptômes atypiques. La quatrième chose, c'est en cas d'échec du traitement initial bien conduit. Et on a le bilan préopératoire. Pour un bilan préopératoire, on fait l'endoscopie digestive haute. Donc, elle a 5 indications. Aussi, on fait le pH métrie dans le but d'analyser les variations du pH œsophagien pendant 24 heures en moyen d'un capteur intra-œsophagien. Donc, c'est ça le but de la pH métrie, c'est d'analyser les variations du pH œsophagien. Les indications de cette pH métrie dans le cas d'un reflux gastro-œsophagien atypique, donc devant des symptômes atypiques, ou une endoscopie digestive haute qui est normale. Donc, lorsque le reflux gastro-œsophagien est atypique, et lorsqu'on fait l'endoscopie digestive haute, elle est normale. Donc, dans ce cas, on fait le pH métrie. Les autres explorations, on a le pH en pédensométrie œsophagienne. Donc, on l'a fait lorsque le patient est sous traitement par les IPP pour rechercher la persistance d'un reflux acide ou peu acide qui explique les symptômes. Aussi, on a la manométrie œsophagienne qui a 3 indications en cas d'un bilan préopératoire ou suspicion de troubles moteurs œsophagiens sévères ou en cas de dysphagie associée si l'endoscopie elle est normale. Le troisième examen, donc on a le transit œsogastro-duodénal que l'on l'indique en cas d'un bilan préopératoire et éventuellement en cas de sténose. Alors, c'est ça les examens complémentaires qu'on peut faire. Concernant les complications, on a dit que ce reflux gastro-œsophagien, il peut entraîner une œsophagite. Donc, cette œsophagite est une complication du reflux. Donc, la première complication, c'est l'œsophagite. Et il existe plusieurs classifications de cette œsophagite. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a la classification de Savary et on a la classification de Los Angeles. On a les hémorragies, on a la sténose et on a l'endobrachiosauvage. C'est quoi l'endobrachiosauvage? C'est une métaplasie intestinale de l'épithélium du bas œsophage. C'est un état précancéreux selon la séquence. Donc, suivez. On a une métaplasie intestinale, dysplasie du bas grade, dysplasie de haut grade, adénocarcinome. Donc, ce endobrachiosauvage
cette endobrachie œsophage, c'est un état précancéreux. Donc, c'est ça les complications du reflux gastro-œsophagien. On a l'œsophagite, l'hémorragie, la sténose et l'endobrachie œsophage. Concernant le traitement, donc d'abord le but du traitement, c'est de soulager les symptômes parce que donc, les symptômes du reflux ils sont gênants ou le reflux est gênant pour la personne. Donc il faut soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie et on cicatrise les lésions. Concernant les moyens, on a les règles hygiéno-diététiques, on a le traitement médical, le traitement chirurgical et on a le traitement endoscopique. Concernant les règles hygiéno-diététiques qu'il faut suivre, donc si la personne est obèse, il faut qu'elle perde du poids, donc c'est la perte de poids. Il faut surélever le niveau du lit de 10 à 15 cm. Il faut prolonger le délai repas-coucher de plus de 12 heures, donc pour éviter le reflux. On a dit que le reflux survient en postprandial. Donc, on prolonge le délai repas-coucher de plus de 2 heures pour éviter ce reflux. Et il faut arrêter l'alcool et le tabac. Concernant le traitement médical, on a les antiacides, les antihistaminiques 2, les IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons, et on a des autres médicaments qu'on utilise. Concernant les antiacides, donc ils vont permettre, ils vont permettre une amélioration des symptômes, mais ils ne permettent pas de cicatriser les lésions. Les antihistaminiques 2 ou les inhibiteurs des récepteurs histaminiques 2, donc ils vont inhiber la sécrétion acide en bloquant la fonction sélective des récepteurs H2 de l'histamine. Donc c'est des cellules pariétales de la muqueuse gastrique. Donc ils vont inhiber la sécrétion acide. Et ils permettent la cicatrisation des lésions. Concernant les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, ils vont bloquer l'activité de l'enzyme H+, K+, ATPase. Donc ces IPP sont plus efficaces que les antihistaminiques 2. Et on peut utiliser d'autres médicaments comme les prokinétiques. Donc, ces prokinétiques, ce sont où ils sont utilisés pour stimuler la motilité intestinale, mais ils possèdent une petite action anti-reflux gastro-œsophagien. Concernant le traitement chirurgical, c'est la phendoplicature, donc qui consiste à la fermeture des pliés du diaphragme par la reconstruction de l'œsophage abdominal. Et on a le traitement endoscopique, c'est la suture endoscopique créant une valve muqueuse à la hauteur du sphincter inférieur de l'œsophage. On a aussi l'injection ou l'implantation de matériel inerte au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Concernant les indications de ces moyens thérapeutiques, on a 3 situations en pratique. On a la première situation où le reflux gastro-œsophagien il est typique. Le sujet est âgé de moins de 50 ans et en absence des signes d'alarme. Donc, dans cette situation, l'endoscopie digestive, elle n'est pas nécessaire. On fait le traitement par les IPP pendant 4 semaines. Si, donc plus ou moins, on peut rajouter les antiacides pendant 4 semaines. S'il y a un succès, on arrête le traitement. S'il y a un échec, là, on fait l'endoscopie. Donc ça, c'est la première situation où le reflux gastro-œsophagien est typique, en absence des signes d'alarme et l'âge inférieur à 50 ans. Pas d'endoscopie digestive, on traite par les IPP pendant 4 semaines. Si succès,
arrêt du traitement. Si échec, on fait l'endoscopie. La deuxième situation, c'est lorsque le reflux gastro-œsophagien est typique, plus l'âge supérieur à 50 ans ou la présence des signes d'alarme. Donc, la forme est typique, mais l'âge est supérieur à 50 ans ou en cas de présence des signes d'alarme. Dans ce cas-là, l'endoscopie digestive haute est nécessaire. Rappelez-vous des indications de l'endoscopie qu'on a dit avant. Donc, on fait l'endoscopie s'il y a une œsophagite sévère ou des complications. Donc, on va donner les IPP en double dose pendant 8 semaines. Et on fait un contrôle endoscopique, donc un autre contrôle endoscopique qui est obligatoire. Si échec, on augmente la dose. Si il y a un succès, on arrête le traitement. Et s'il n'y a pas d'œsophagite ou lorsque l'œsophagite elle est non sévère, donc on donne les IPP à la dose standard, normale, pendant 4 semaines. S'il y a un succès, on arrête le traitement. Si il y a un échec, on augmente la dose. Donc ça, c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est lorsque les manifestations sont atypiques. Dans ce cas-là, on doit faire l'endoscopie aussi. S'il y a une œsophagite, on donne les IPP en double dose pendant 4 à 8 semaines. S'il n'y a pas d'œsophagite, on fait la pH-métrie et le test thérapeutique. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que عجبتكم واستفدتوا منها. J'ai essayé de vous donner les points essentiels et de vous simplifier le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les citer en commentaire. Je suis là pour répondre. Aussi, n'oubliez pas d'abonner ma chaîne YouTube et mon compte Instagram a.8.kayamed. Je vous dis صحفتكم صحة صحتكم et salam.